Bonsoir et bienvenue sur LEH TV. Ce soir, émission spéciale Covid en entreprise. Zoom sur 3 pépites marseillaises qui luttent contre le Covid depuis le début de la crise sanitaire. Nous recevrons également l'IHU de Marseille. Merci et bonne émission. Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Émission spéciale où nous allons vous parler de 3 pépites. 3 pépites, 3 entreprises sur Marseille qui font un travail exceptionnel. Et bien sûr, l'IHU de Marseille, ô combien célèbre depuis plusieurs années. Nathalie Agege, bienvenue, bonjour. Bonjour. Éric Chabrière, bienvenue et bonjour. Bonjour. Nathalie Agege est PDG de Pronim, société marseillaise depuis une vingtaine d'années, et présidente de l'APEX. Éric Chabrière, brillant professeur d'université, directeur scientifique à l'UHU, qui travaille avec Didier Raoult, ô combien célèbre à Marseille et dans le monde entier. Nous allons voir avec vous ce que l'on fait concrètement sur Marseille et ce qui intéresse en fait ceux qui nous regardent. C'est vrai Thierry, on est là pour effectivement parler des pépites marseillaises, de ce qui se fait de mieux sur le territoire à Marseille. Nathalie, merci d'être avec nous. Nathalie a donc une société à l'international, marseillaise, qui s'appelle Pronim, spécialisée dans le traitement des tissus. Nathalie, on est là pour parler concret. Vous avez lancé un masque barrière virale. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure, Nathalie ? Effectivement, en fait, la société Pronim est une société de biotechnologie. Nous inventons et développons des traitements qui vont être appliqués sur les tissus pour apporter aux tissus une fonctionnalité et une innovation. Et dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et au virus SARS-CoV-2, nous avons développé une technologie qui s'applique sur le tissu et qui va tuer en quelques minutes le virus SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19. Donc on a développé un masque spécifique, un masque français. Déjà, c'est un masque technique, c'est-à-dire que c'est un masque qui permet de respirer correctement. Parce que c'est compliqué parfois. Voilà. Donc en fait, quand on porte le masque, on ne sent plus qu'on porte ce masque-là parce qu'il est extrêmement perméable, respirant. Et il est agréable. Et il est agréable à porter. Ouais. Et sur la partie extérieure du masque, on a appliqué cette technologie Viral Stop. Et en fait, quand on fait de mauvais mouvements, c'est souvent ce qui arrive dans le porté du masque. Donc en fait, je vais vous montrer. Souvent, les gens portent le masque. Ouais. En fait, ils le portent plusieurs heures. Donc ils font comme ça. Ils l'enlèvent, ils font ça. Ils touchent une table, ils se touchent les yeux, ils remettent le masque. Et malheureusement, ces mauvais mouvements d'utilisation du masque font qu'on peut contracter la maladie. Et donc là, étant donné que la partie extérieure du masque est traitée avec Viral Stop, en fait, on va tuer le virus en quelques minutes, on va détruire sa membrane et on va l'empêcher d'être infectieux. Donc en fait, on va empêcher les gens de tomber malades. C'est très important d'avoir une barrière qui soit une barrière technique, une barrière chimique, inoffensive pour l'homme et éco-responsable, qui va vraiment être fonctionnel et qui va empêcher les gens finalement de contracter la maladie par ces mauvais gestes, mais aussi par les micro-gouttelettes qui peuvent atteindre le tissu extérieur du masque. Et donc l'importance de ce masque, c'est un masque qu'on peut porter toute la journée, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, après-demain, sans le laver, puisqu'en fait il détruit le virus, les bactéries et les champignons. On va le laver seulement quand il est sale. Et il va pouvoir se laver 20 fois à 60 degrés en ayant les mêmes propriétés. C'est-à-dire qu'au bout de 20 lavages, il va toujours tuer 100% des virus en quelques minutes. Donc c'est un masque éco-responsable, mais c'est surtout un masque fonctionnel et technique qui permet de détruire le virus. Et marseillais. Je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire que c'est une pépite marseillaise. Je crois que vous le vendez plus à l'international qu'en France, pratiquement. Alors on vend très bien en France, mais on le vend aussi à l'international. On le vend beaucoup en Asie du Sud-Est, en Espagne, au Canada aujourd'hui. On a eu une autorisation de mise sur le marché dans tous ces pays-là. Et c'est surtout une innovation internationale, puisque nous sommes la seule entreprise dans le monde à faire des tests en routine, c'est-à-dire tous les jours, sur le virus SARS-CoV-2 et sur les variants, pour prouver l'efficacité de ce masque et tous les tissus qu'on peut traiter pour nos clients. Je trouve ça exceptionnel, une solution marseillaise de qualité. Éric, peut-être un rebond sur cette initiative. Moi je suis toujours sensible, je suis responsable aussi de l'innovation à l'IHU. Alors voilà, c'est vrai que les masques, ça marche très bien en milieu hospitalier, mais en milieu extérieur, ça ne marche pas. Parce que justement, les gens touchent leur masque. Ouais. Et
on ne va pas pouvoir empêcher les gens de toucher leur masque. Mais je suis très curieux de voir effectivement si avec une surface virucide, cela permettrait d'avoir les mêmes résultats finalement en milieu extérieur qu'à l'hôpital. C'est magnifique. Mais alors, Nathalie, je crois que vous travaillez aussi sur plein de choses qui sont intéressantes. Je crois la punaise de lit, qui est un fléau. Vous avez des produits. Oui. Alors, Pronim, comme je disais tout à l'heure, c'est le développement de technologies liées au textile qu'on va appliquer sur les textiles. Et nos sujets phares, ce sont ce qu'on appelle des biocides, c'est-à-dire des traitements qui vont tuer, repousser ou attirer un insecte ou un micro-organisme comme le virus. Et donc, on a quelques sujets chauds qui sont les punaises de lit, les moustiques et les acariens. Et donc, nous avons développé une technologie qui permet de repousser les punaises de lit à 99%. Et toujours avec un esprit très important pour nous, l'innocuité, le fait que ce soit inoffensif pour l'homme. Parce qu'aujourd'hui, tous les produits qui sont liés à la punaise de lit sont des produits qui sont très toxiques. Et donc une innocuité totale. Et on peut l'appliquer finalement sur la literie pour éviter d'être piqué durant le sommeil. Nathalie, vous êtes venue avec un spray également. Ouais. Vous pouvez nous en parler? Alors quand on a réfléchi à la technologie Viral Stop, on était en pleine crise sanitaire, c'était la première vague. Et on se disait, il faut toucher un maximum de gens, le grand public, par différentes façons. La première façon, c'était notre métier, c'est-à-dire l'imprégnation des tissus en milieu industriel, avec une vraie résistance au lavage. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup discuté avec la PHM, donc les hôpitaux de Marseille, pour savoir comment ils pouvaient renouveler le linge du personnel soignant. Et c'était très important pour nous de leur apporter cette sécurité virucide sur leurs vêtements. Donc on s'est dit, le pressing, c'est très important. Et la troisième chose, c'est pour toucher le grand public, les restaurants, les salles de sport, les lieux des événements et tous les gens qui craignent de contracter la maladie par le contact. On a développé en fait un produit en spray qui peut s'appliquer sur tous les tissus et qui va durer une semaine. Donc la pérennité, l'action qui est très très longue, c'est quelque chose qui est important. Et donc en quelques minutes, une fois qu'on a appliqué le produit, il va détruire le virus SARS-CoV-2 dès qu'il est appliqué sur les tissus. Donc le côté efficacité sur du long terme, c'est-à-dire de pouvoir appliquer qu'une seule fois ou entre deux lavages, c'est important. Et donc c'est aujourd'hui beaucoup utilisé dans les transports en commun. Ah, magnifique. Très bien. Belle histoire. Je trouve ça merveilleux d'avoir des pépites finalement qu'on ne connaît pas tant que ça. Il y a beaucoup de pépites sur le territoire marseillais. C'est toute notre force de pouvoir travailler ensemble et de discuter, d'échanger et de valoriser le territoire sur lequel nous sommes et les technologies que nous avons. Et c'est une chance pour nous de faire partie de ce challenge. Ouais. Bravo Nathalie pour ce que vous faites, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un projet d'entreprise, bien entendu, mais un projet finalement sociétal. Et je trouve que c'est pour le bien de tous. Je trouve ça, c'est merveilleux. Bravo pour ce boulot. Bravo aussi parce que je crois que vous avez un travail bénévole qui est la présidence de l'APEX, où vous œuvrez beaucoup. Et vous nous avez fait beaucoup de compliments sur ce qu'on faisait. C'était une histoire qui nous a touchés avec Mathieu dans le lancement de cette émission. Donc on est très très content de vous recevoir. Nous allons maintenant passer à notre deuxième invité, deuxième pépite, et nous allons appeler Laurent Cohen. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Laurent Cohen de l'entreprise Corania. Bienvenue Laurent. Merci, ravi d'être ici. Alors Corania, c'est une histoire extraordinaire, entreprise marseillaise depuis 1934, une entreprise spécialisée dans le parfum. Et puis en avril dernier, une entreprise qui s'adapte, qui arrive à se réinventer et qui fabrique du gel hydroalcoolique. Laurent, racontez-nous cette histoire magnifique. C'est l'histoire d'une entreprise, d'une PME classique comme il en existe énormément sur le territoire. C'est l'histoire d'une entreprise qui, le 15 mars, a reçu des annulations de commandes de l'ensemble de ses clients en France et à l'international, puisque toutes les parfumeries quasiment du monde entier ont fermé. On reçoit des annulations de commandes, on entend ce confinement arriver, et là on identifie assez rapidement que l'entreprise est capable de fabriquer du gel hydroalcoolique, puisque dans la parfumerie, nous utilisons 80% de tous les parfums qu'on utilise sont faits d'alcool d'abord. Et donc, on a des stocks d'alcool très importants. Et donc, à ce moment-là, il y a une grande chaîne de solidarité qui se met en place, où on est interpellé par des hôpitaux, on est interpellé par des entrepreneurs qui nous disent « Vous êtes capable de fabriquer du gel, mais faites-en, vous avez de l'alcool. C'est la matière première la plus rare.
allez-y, foncez. On se met en contact avec des chimistes, on se met en contact avec des entreprises capables de nous apporter l'ensemble des autres composants nécessaires à la fabrication de gel hydroalcoolique. On achète des machines, on achète tous ces composants nécessaires à la fabrication du gel. Et là, je vous raconte, ça prend quasiment plus de temps à le dire qu'à le faire, puisqu'au bout de 15 jours, on a été capable de sortir les premiers litres de gel hydroalcoolique de l'entreprise Corania. Je pense que si on avait dû imaginer fabriquer du gel hydroalcoolique et qu'on avait mis un échéancier sur cette capacité à transformer l'entreprise, ça aurait pris en temps normal 18 mois. Là, ça a pris même moins de 18 jours. Donc c'était grâce à une équipe formidable, ça a été mis en œuvre de manière assez spectaculaire chez nous. Les crises ont du bon, en effet. Laurent, effectivement, vous évoquiez la fabrication de ce gel. Néanmoins, vous avez aussi commercialisé, en tout cas proposé une borne pour distribuer ce gel. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de cette aventure ? Oui, alors c'est une aventure, le gel qui a commencé pendant cette crise sanitaire. Les 6 premières tonnes de gel qui ont été fabriquées pour en faire don aux hôpitaux et à l'IHU. Ça, c'est important. Il y a 6 tonnes qui ont été données. Et quand ce gel a été donné, il y a eu une communication sur ce don qui a été fait par Corania. Et de nombreuses entreprises sont venues nous voir en nous disant « Mais vous avez du gel, nous, on n'a plus de gel. On est obligé de travailler. » C'est des entreprises qui sont dans la maintenance industrielle, des entreprises qui sont dans le transport, qui avaient besoin de gel. Et on s'est dit « Mais comment continuer cette action-là ? Fabriquer, commercialiser, on n'était pas très à l'aise. » Et on s'est dit on va commercialiser ce gel, mais pérenniser l'action solidaire en reversant 10% de notre chiffre d'affaires au fonds de dotation de la PHM qui s'appelle Fosséo. Et là, on commence à vendre du gel à des entreprises. Et on entend très vite des entreprises qui nous disent c'est très bien d'avoir du gel, mais est-ce que vous avez des distributeurs de gel ? Je dis alors là, non, ce n'est pas du tout notre métier. On se renseigne et il y a un certain nombre de distributeurs de gel qui existent, qui sont tous fabriqués en Chine. Et on se dit, il y a peut-être aussi là quelque chose à faire, de solidaire, de responsable, et on rentre en contact avec une société du territoire qui s'appelle la Serrurerie de la Parette, qui est à Roquefort-la-Bédoule, et à qui on propose le projet, et qui en 15 jours là met tout en branle aussi, et développe des bornes de distribution de gel hydroalcoolique fabriquées 100% sur le territoire marseillais. Et donc oui, en effet, ça a été une transformation, on a été à l'écoute, on a développé ce projet-là et aujourd'hui on a la chance d'équiper de nombreuses entreprises du territoire et les commandes sont, pour tout vous dire, assez exponentielles en ce moment. On en a une à LEHV, on en est très content pour nos événements, quand on peut les faire. On l'avait commandé d'ailleurs parce que j'avais assisté à cette conférence de presse, mais je trouvais... Il faut vraiment comprendre, parce qu'il le dit avec une grande humilité, qui est la caractéristique principale de Laurent. 10% du chiffre d'affaires en 6 mois. Et quand on s'est vu et que j'ai commandé cette borne tout de suite, il y avait 2 raisons. La première, c'était un chèque de 100 000 € à la PHM. C'est merveilleux. 10% du chiffre d'affaires. Et puis la deuxième, c'est on parle beaucoup d'économie locale, faire travailler le local. Et moi, je trouve que travailler avec le ferronnier d'à côté, faire le gel, voilà, on n'est pas sur des trucs chinois, on est sur un truc français, on est sur quelque chose de marseillais. Je trouve ça énorme. Aujourd'hui, ça a pour but de pérenniser ou c'est quoi le plan de développement de ces bornes ? Alors aujourd'hui, la parfumerie a repris, lentement mais a repris. Donc on a recommencé à fabriquer nos parfums, qui est notre métier essentiel, et on développe de plus en plus de circuits de distribution. Le gel, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parce que c'est vrai que ça va nous préserver non seulement du Covid, mais également de bien d'autres maladies. J'ai des experts qui pourront en parler bien mieux que moi. Mais ce gel hydroalcoolique, ça va faire partie des consommations courantes. Donc en effet, on a la volonté de pérenniser cette unité de fabrication de gel hydroalcoolique. On va même transformer dans l'année qui vient notre usine pour pouvoir fabriquer ce gel hydroalcoolique dans des conditions optimales. On a aujourd'hui toutes les normes. On a déposé un dossier qui nous permet d'avoir toutes les normes et bien au-delà, toutes les normes qui nous permettent de garantir que le produit est virucide, bactéricide, fongicide et qui détruit 100% des virus. Et on souhaite également pérenniser cette action
sur l'aspect solidaire qui a été entrepris par Corania dès le début. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 5% du chiffre d'affaires, toujours sur ce gel qui sera lancé très prochainement, 5% seront reversés à des associations caritatives. Et ce gel-là sera 100% fabriqué à Marseille avec plein de vertus. Parce que ces vertus-là, c'est un peu le sens de l'histoire de Corania. On est, nous, dans les produits de luxe. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que ce produit soit le plus inoffensif possible pour la peau. Donc, ce sont des produits 98% naturels. Ce sont des produits qui sont faits avec de l'alcool de betterave, qui est celui utilisé pour la parfumerie sélective, pour les parfums les plus haut de gamme, qui est un des alcools les plus purs qui existent sur le marché. Et au-delà de ça, on va sortir plein de nouveautés, des produits parfumés très prochainement aussi. Donc on a cette volonté de continuer à fabriquer du gel, de le proposer aux consommateurs ici du territoire et aux entreprises du territoire. Et prochainement, je pense que vous entendrez parler de ce gel marseillais. Eh bien, avec plaisir. Et moi, il y a une chose que je retiens, c'est que votre grand-père Laurent avait été un nez, ce qu'on appelle un nez dans le parfum. Et finalement, cette maladie, elle nous retire l'odorat. Et je trouve qu'il y a une image et un symbole magnifique de passer d'un parfumeur à protéger les gens avec du gel hydroalcoolique. Bravo pour tout, pour ce que vous avez fait. Bravo pour ce don de soi. Et bravo pour cette empreinte territoriale. Bravo, ancien vice-président, président de l'APEX et vice-président de l'UPE 13, donc en plus quelqu'un qui donne son temps pour les acteurs économiques. Bravo. Bravo et merci. Merci. Et je tiens à tirer vraiment un gros coup de chapeau à toute l'équipe de Corania qui s'est mobilisée dès le premier jour. Tout ce qu'on a fait, c'est cette équipe. On est une 50aine de salariés. C'était cette équipe qui l'a réalisé. Et c'est aussi toutes les entreprises qui nous ont suivis que je tiens à remercier. Vous avez fait partie des premiers à nous commander la borne. Et félicitations pour ça, parce que l'engagement n'a de sens que si aussi on arrive à partager ça et à créer un petit effet boule de neige qui nous permet, cette solidarité, de la faire exister sur l'ensemble du territoire. Donc merci de nous avoir suivis et merci à toutes les entreprises qui font confiance à Corania depuis un an. Eh ben bravo Laurent. Alors maintenant, nous allons une autre pépite qui va traiter l'air, c'est ça, hein? Tout à fait. Alors, on peut en parler, effectivement, on va voir juste après en duplex avec cette entreprise qui est adhérente de l'association LEHV, Manoa. On va tout de suite interviewer Philippe Slama. Bonjour, je suis Philippe Slama. Je représente la société Douvision. Nous sommes distributeurs sur la région sud du Manoa, un système de décontamination et de désinfection par UVC des mains en 3 secondes, des objets en 5 secondes et de l'air ambiant sur une pièce de 50 mètres carrés en 15 minutes. Alors en parlant de la technologie UVC, nous savons que nous avons 3 sortes d'UV, d'ultraviolet, les UVA et les UVB, ce que nous consommons tous les jours par les rayons solaires. L'ultraviolet C est la plus longueur d'onde, qui fait 250 nanomètres, qui est inoffensif pour l'être humain et qui sert en même temps de désinfection dans le domaine médical, pour le traitement de l'eau et des objets bien sûr. Merci Philippe, on y voit effectivement plus clair sur cette technologie. Par contre, quelle est la différence avec le gel hydroalcoolique ? Ce système par UVC ne remplace pas le gel, mais va diminuer la diffusion et la consommation de gel. On sait que le gel aujourd'hui attaque le derme, l'épiderme et le sang, et qu'il faut une friction de plus de 30 secondes pour que le gel soit efficace sur nos mains. Le système Manoa, aujourd'hui, peut désinfecter et décontaminer les mains en 3 secondes, ce qui réduit bien sûr le temps de friction. Et au niveau consommation de gel, on est quand même gagnant. Où s'installe le Manoa ? Le Manoa, actuellement, est placé dans les mairies, dans les écoles, dans les lieux publics, médiathèques, bibliothèques. Il est présent aussi à l'Assemblée nationale et dans tous les lieux publics. Mais alors, est-ce que cet appareil est quand même certifié ?
Le Manoa est actuellement certifié et a passé une batterie de tests auprès de différents laboratoires, dont Veritas, Microchem, Eurofin. Il a obtenu tous les certificats et conformités sur l'éradication du Covid-19, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir le présenter à un bon nombre de gens. Alors, après avoir vu 3 pépites marseillaises, 3 entrepreneurs, allons voir cette fois du côté du scientifique. L'IHU de Marseille. Alors, Eric, on s'est rencontrés il y a 1 an, en plein confinement. Première vidéoconférence exceptionnelle qui avait beaucoup plu à nos adhérents. Vous aviez donné un éclairage sur la situation dans une période très compliquée. Si on fait un Rex 1 an après, quelle est votre photo et votre vision finalement de la situation? Je pense que sur cette crise, il faudrait prendre un peu de recul et arrêter peut-être d'être un peu inquiet, anxiogène. Bien sûr, c'est un problème. Le virus tue des personnes, mais au final, pas plus que les années précédentes. Je rappelle qu'en 2020, malgré cette pandémie exceptionnelle, il n'y a pas eu une surmortalité dans la population des moins de 75 ans. Donc il faudrait regarder peut-être le verre du côté à moitié plein qu'à moitié vide. Après, pour le futur, comment ça va évoluer, personne n'est médium. Moi, je reste optimiste. Je pense que le plus important, c'est de soigner d'abord. Quand quelqu'un est malade, on le soigne. C'est ce qu'on a fait à Marseille et je pense que ça a apporté ses fruits. Est-ce que le vaccin va être la solution? Personne ne peut le dire. Est-ce que ça sera la baguette magique? Personne ne peut le dire, puisqu'il y a des variants. Mais au final, ce n'est pas la peste moyenâgeuse. Pour prendre du recul au niveau mondial, les maladies infectieuses respiratoires, ça tue 4 millions de personnes par an dans le monde. La tuberculose, qui se soigne, où il y a des vaccins, 1,5 million en 2020, dans l'indifférence. Donc, pourquoi, on va dire, finalement, focaliser pour le Covid? Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. On connaît très très bien les populations les plus fragiles. Moi, je ne suis pas du tout pour leur obliger de se confiner, mais ces personnes sont raisonnables et les personnes fragiles savent tout à fait prendre des précautions pour éviter de s'exposer et encore, on va dire, que la mortalité soit encore moindre. Eric, clairement, comment ça s'est passé concrètement au sein de l'IHU en janvier 2020? En janvier, ça se passait tranquillement, comme d'habitude. Et alors, en février, quand vous avez appris justement l'arrivée de cette pandémie sur le territoire français? Après, pour être honnête, régulièrement, il y a des alertes de pandémie, des grippes aviaires, porcines, donc on a été attentifs. Ensuite, on a vu les taux de mortalité sur le bateau, le Diamond Princess. On a vu que c'était une maladie qui ne tuait pas et effectivement, qui a un taux de létalité assez faible. Donc effectivement, on s'est dit, il faudra faire face et soigner les personnes malades. En fait, à l'IHU, on a toujours été vigilant sans être inquiet. Et c'est comme ça qu'on gère les choses, la tête froide. Il y a eu quand même plus un afflux de patients à l'IHU, plus que de la moyenne. On va dire, je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé, on va dire. Mais là aussi, pour faire face à cet afflux de patients, on s'est organisé, on a fait preuve de logistique, on s'est associé avec les acteurs locaux, notamment le bataillon des marins-pompiers qui ont fait un travail exceptionnel, on va dire. Je pense que l'amiral Augier, comme Didier Raoult, on peut dire que ce sont des héros. Et tout à l'heure, j'entendais un chef d'entreprise qui parlait des solutions hydroalcooliques et on voit qu'il y a eu une solidarité, une innovation, une initiative locale qui nous a vraiment aidés. Puisqu'on n'avait pas on était démunis, on n'avait pas de solution hydroalcoolique, donc on a pu en avoir, financier. Et je pense qu'il y a vraiment, Marseille a vraiment montré, et c'est pour ça que ça s'est très bien passé dans notre région, une solidarité, des initiatives, et je pense que ça, c'est le côté positif de la crise. Alors, nous, on a une collaboratrice qui a eu le coronavirus et qui est venue à l'IHU. Et je crois que peut-être ce que vous ne dites pas aussi, c'est l'organisation qu'il y a à l'IHU. C'est assez exceptionnel. Des fils séparés, une prise en main qui est exceptionnelle. D'où vient toute cette organisation, toute cette mécanique? On a un chef qui est militaire. Mais c'est comme ça, on va dire. D'un côté, on va dire, bien sûr qu'il a un fort caractère. Des fois, on lui reproche, mais on ne lui demande pas d'être sympathique. On demande qu'il soit performant, organisé.
Mes collègues sont des personnes très compétentes. Et chaque qualité, chaque ressource a été exploitée au mieux. Et c'est comme ça que ça a pu faire face, avec de l'organisation et la volonté de bien faire et de ne pas être attentif. Et alors, quand on regarde dans l'épidémiologie, il y a une analyse de courbe. Alors, nous, profanes, on ne connaît pas bien tout ça, mais cette analyse de courbe, qu'est-ce qu'elle vous donne comme visibilité sur l'avenir ? Comment on voit cet avenir ? Avec le coronavirus, mais peut-être aussi d'autres épidémies. Les autres épidémies, on va dire, normalement, une épidémie, ça monte et ça redescend. C'est ce qu'on a vu au mois d'avril. Ce qu'on n'avait pas prévu, ou ce qu'on posait la question, c'était ces phénomènes de variants qui font qu'en fait, on a un autre virus qui peut arriver. Alors attention, ces variants ne sont pas forcément plus dangereux, ni moins dangereux. C'est pas ça, c'est juste pour les systèmes immunitaires où ils arrivent. Sont pas préparés. Exactement. Ou pour les vaccins que ça pose problème. Après, est-ce qu'il va y avoir encore d'autres vagues de variants ? Est-ce que les beaux jours vont refaire la même baisse que nous avions vue très précocement à Marseille ? On n'en sait rien. Mais comme je dis, c'est que même quand on avait fait la réunion, on va dire l'épidémie était finie, on avait 5 semaines d'avance par rapport aux autres régions de France, c'était plutôt une bonne chose. Mais tout l'été, à l'IHU, on a préparé finalement une reprise pour que ce soit ce virus ou d'autres. Avec les pompiers, on a passé les conventions, on allait regarder dans les eaux usées pour suivre les situations épidémiques. On avait, on va dire, des forces projetables. On leur a fait faire des tests en 20 minutes. Après, nous, à l'IHU, on peut faire des tests PCR en 20 minutes, maintenant, même autour de 5 minutes. Et on a transféré ce savoir-faire aux pompiers. Donc, en fait, on n'a jamais été inquiet, mais on a toujours été vigilant et préparé les problèmes. Confiant pour l'avenir, alors ? On est confiant sur l'avenir parce qu'on fait de notre maximum pour être prêt, que ce soit ce virus, mais il y en aura d'autres. Ça fait partie de la destinée de l'homme d'être face à des épidémies. Très bien. Et ce que je retiens aussi, c'est toujours ce travail de synergie. Et je sais qu'on avait travaillé ensemble pour essayer de prévenir auprès des entreprises. Bravo pour ce travail, bravo pour ce que vous faites. Vous êtes une institution célèbre et utile à Marseille. Continuez sur cette voie. Peut-être juste pour conclure, c'est, on va dire par contre, la prise en charge de l'IHU. On n'a pas de patients de moins de 60 ans qui sont décédés. On a un taux de létalité qui est le plus faible du monde. Et avec près de 11 000 patients qui sont passés par l'IHU, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes sur la prise en charge et le soin que nous avons apporté aux patients. Et ça, c'est peut-être mon côté un peu chagrin, que ça ne soit pas plus reconnu que ça. Plus reconnu, mais c'est dit. C'est l'occasion, effectivement, il faut parler de résultats. Et en tout cas, bravo du côté humain. On en parle peut-être souvent des voyers, mais nous, je sais qu'on peut compter sur vous et ça, c'est bien agréable. Chers amis, nous arrivons au terme de cette émission spéciale Covid avec des entreprises, des entrepreneurs qui se battent au quotidien pour préserver du Covid. Un IHU présent pour traiter. Je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine. Merci à l'ensemble de nos intervenants pour cette émission spéciale Covid en entreprise. Nous remercions nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium et l'ensemble de nos partenaires et adhérents LEHV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rater aucune émission.